L'année 2022 a été marquée évidemment par cette guerre en Russie. Le 24 février, la Russie de Poutine attaque l'Ukraine. Cette offensive de Poutine surprend le monde, malgré quelques alertes lancées notamment par les Américains. C'est Poutine qui, entre les murs du Kremlin, a préparé cette guerre avec ses généraux. Le Kremlin, cette forteresse de briques en plein centre de Moscou qui donne sur la place Rouge, l'un des lieux politiques les plus connus et mystérieux en même temps du monde. Les secrets du Kremlin, justement. C'est le livre de Bernard Lecomte, grand spécialiste des pays de l'Est, ancien grand reporter à qui l'on doit beaucoup d'ouvrages de référence sur la Russie, l'Empire soviétique et tous les grands personnages de Saint-Pétersbourg à Moscou jusqu'à Vladivostok, en passant par la Sibérie. Bonjour Bernard Lecomte. Bonjour. On va remonter le fil du temps avec vous pour mieux connaître l'histoire si tourmentée de la Russie et mieux comprendre cette guerre. Avant de dérouler votre livre, écrit comme une enquête et qui nous fait rentrer dans les épisodes les plus tragiques, romanesques et incroyables de Raspoutine à Staline à Gorbatchev encore, allons directement à Poutine et ce 24 février de cette année. D'où vient, selon vous, l'idée de Poutine d'attaquer Kiev ? Poutine est un héritier qui a eu une chance incroyable dans son parcours, c'est que Boris Yeltsin, le premier président de la Russie, qui était devenu au fil des années totalement incapable de fonctionner, avait pensé que ce jeune ancien agent du KGB serait peut-être celui qui lui permettrait de sortir de la scène sans se retrouver en prison, pour être clair. Parce que nous sommes, ne l'oublions jamais, dans un État mafieux, et tout ça se règle avec des protections, etc. Donc, Yeltsin confie en 1999 à Poutine le trône du tsar. Il dit voilà, tu vas être mon premier ministre et du coup, moi je vais démissionner et du coup, tu seras mon intérimaire et du coup, en mars 2000, c'est toi qui te présenteras à ma place. Maintenant, à toi de jouer. En échange de quoi, évidemment, tu me permets à moi et à ma famille de vivre tranquillement, sans avoir de compte à rendre pendant jusqu'à notre mort. Et Poutine accepte ce marché, non sans arrière-pensée, mais aussi non sans surprise. C'est quand même un truc de fou, quoi, qui lui arrive. Faut reconnaître. Oh non, mais on reviendra sur tout le parcours de Poutine, d'où il sort et tout à l'heure, quoi. Mais ça c'est vrai, En tout cas, c'est ce moment clé de l'histoire qui est à la limite insensé, parce qu'on n'imagine pas comme ça un président américain ou français convoquer ses sous-ministres en disant tiens, c'est toi qui vas me remplacer comme ça. On est quand même déjà un peu dans le théâtre quelque part. Et Poutine va se sortir de ça parce qu'il a une qualité. Une qualité qui vient de sa formation. Je dirais même c'est son métier. Son métier à Vladimir Poutine, c'est manipulateur. C'est son métier. Le renseignement, quoi. Le renseignement, l'action psychologique, l'espionnage. Et tout ça, c'est quoi? C'est la manipulation. C'est son métier, sa compétence, son expertise. Il est d'abord un manipulateur. Et lorsque ce manipulateur se retrouve dans cette espèce de moment incroyable de l'histoire, avec un tel fardeau sur ses épaules, il ne s'émeut pas. Il va en tirer le meilleur profit. On lui a appris, depuis qu'il est jeune, dans toutes circonstances, à savoir ce que pense l'adversaire et à tirer le meilleur profit d'une situation. Mais dans le cas de l'Ukraine, quand même, parce que, là, il y avait, pour certains, c'était un coup de bluff, quoi. D'ailleurs, des troupes qui étaient massées pas très loin de la frontière. Et puis, finalement, il va jusqu'au bout. Est-ce que lui-même n'a pas été manipulé, là, par ses généraux? Non. C'est lui qui a manipulé. Parce qu'au fil des années, était venue à son idée que, là aussi, c'est important quand on veut décrire Poutine. Poutine, c'est quand même l'ancien agent du KGB qui était à Dresde, en Allemagne de l'Est, au moment de la chute du mur. C'est fondamental, parce que vous imaginez ce petit agent du KGB, marié, une fille, qui est là devant ce qu'on appelait à l'époque les revanchards allemands. On n'appelait pas encore ça les néo-nazis, c'était les revanchards allemands. Et d'un seul coup, qui voit le mur de Berlin s'effondrer, donc tout le système qu'il incarne s'effondrer. Son avenir, son horizon, sa culture, son métier. Tout ça s'effondre. Donc, il faut garder ça à l'esprit. Et donc, ce manipulateur a gardé en esprit ça, l'espèce d'empire effondré. Et
il va avoir au cœur toute sa vie une espèce de revanche à prendre sur cet effondrement de l'Empire. Alors, quand on regarde la carte, on comprend qu'assez vite, un des problèmes de cette espèce de retour à l'Empire, c'est l'Ukraine. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine est un pays plus grand que la France, de 45 millions d'habitants, qui était une province pour la Russie soviétique. Oui, d'autrefois, bien sûr. Mais qui était aussi une entité depuis le Xe siècle. Ouais. Sauf que pour Poutine, l'héritier de Staline et de l'URSS, l'Ukraine n'avait absolument aucun droit à fonder un État, à se constituer en nation et à faire des choix, notamment celui de rallier l'Europe. Donc pour le président de la Russie post-soviétique, ouais. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Ouais. Il n'est pas question de laisser partir d'autant que il faut reconnaître que les Ukrainiens étaient plus tournés, en tout cas avec Zelensky, vers les Américains que vers les Russes, quoi, aussi. Mais ces dernières années. Les Ukrainiens ont été, d'ailleurs, comme beaucoup d'autres qu'on connaît moins ou dont on parle moins, mais dans toutes ces républiques socialistes soviétiques, rappelez-vous, il y en avait 15 au total, l'Ukraine était une république soviétique. Elle a été soviétique depuis la guerre. Et donc, c'était en effet un des lambeaux de l'Empire soviétique. Cette Ukraine-là, elle a mis du temps à sortir la tête de l'eau. Parce qu'une ancienne république socialiste soviétique, c'est d'abord un État mafieux qui essaye de s'en tirer avec ses propres oligarques. Et ces règles mafieuses. Oui, et puis, il faut bien avouer aussi, Bernard Lecomte, des territoires où sont mêlés Ukrainiens et Russes, quoi. On parle en fait du Donbass, on va à la Crimée, en fait à l'est de l'Ukraine, quoi, qui sont stratégiques, quoi. Alors, des territoires qui sont stratégiques. Là aussi, rappelons-nous que c'était le cas de la plupart des républiques socialistes soviétiques. Prenez le Kazakhstan, avant de revenir à l'Ukraine. Le Kazakhstan, ce grand pays, aujourd'hui, qui est indépendant aussi, qui est comme l'Ukraine, une ancienne république soviétique. Il y avait 40% de Russes au Kazakhstan. En Ukraine, il y en avait un peu moins, mais il y en avait évidemment, parce que l'Ukraine était à la fois le grenier à blé et en même temps la région la plus industrielle de cet empire soviétique. La région industrielle, c'était notamment le Donbass. Ouais. C'est clair, d'ailleurs, c'est pas un hasard si Brejnev était de cette région, il était né à Dniepro. Ouais. C'était la province industrielle et agricole, et donc évidemment avec tout ce que ça comporte comme richesse. Ouais. Il ne faut pas se leurrer là-dessus. Pour Moscou, l'Ukraine, c'est d'abord une province riche. Ouais, ouais. Et quand cette province... Et un débouché également sur la mer, quoi. Et un débouché sur la mer. Mais c'est vrai aussi, mais moi, à l'époque, j'avais fait quelques reportages comme ça. J'étais allé à Sébastopol, j'étais allé voir la Crimée, et j'avais compris qu'il y aurait toujours des moyens de s'entendre. Sébastopol, par exemple, était loué. C'était une ville russe dans l'Ukraine indépendante. Moi, j'ai visité Sébastopol en 92, j'ai assisté au partage des choses. C'était très, très impressionnant. Non, le vrai enjeu, c'est la richesse agricole et industrielle de cette province qui, un jour, a osé dire « Nous sommes une nation autonome et nous regardons vers l'Ouest, vers l'Europe, vers l'Occident. » Ah oui, mais alors ça ne plaît pas évidemment à Poutine. D'où cette attaque, alors où finalement rien ne se passe comme prévu. On parlait d'une attaque éclair, probablement, mais et c'est ce qu'avaient en tête Vladimir Poutine et ses généraux, Bernard Lecomte, non ? Poutine, cet ancien agent du KGB, c'est un petit fonctionnaire, je disais tout à l'heure un manipulateur, oui. Un ancien petit fonctionnaire. Qui est devenu l'un des plus grands dans le monde. Quand même. Mais soyons clairs, le KGB de Poutine, c'est pas le grand KGB d'Andropov avec ses grands résidents, etc. Lui-même, ça n'est qu'un petit fonctionnaire qui a réussi, certes, mais ça n'est qu'un petit fonctionnaire. Et cet homme-là, c'est tout sauf un stratège. Il a jamais été militaire. Il ne sait pas ce que c'est qu'une division, un régiment. Il ne connaît rien à l'affaire militaire. D'ailleurs, autour de lui, ses propres chefs militaires, ce ne sont pas des militaires. Shoigu, le fameux ministre de la Défense qui le suit partout, c'est un ancien du KGB. C'est pas un militaire. Donc, cette guerre du 24 février a été déclenchée par des gens qui ne savent pas ce que c'est que la guerre, qui ne savent pas ce que c'est qu'un régiment, qui ne savent pas ce que c'est qu'un soldat, une tranchée, qui ne savent pas organiser. Et on l'a vu tout de suite. C'est étonnant. Il y a des conseillers tout autour, non ? D'autres, non ? Peu, parce que autour de Poutine,
les conseillers sont des anciens du KGB, c'est-à-dire aujourd'hui du FSB. Mais il y a très très peu de militaires. Vous savez, les militaires, dans l'histoire russe, ont toujours été à la fois une entité inférieure qui obéit. Alors ça, c'est pas vrai dans le monde entier. Il y a beaucoup de dictatures où les militaires sont prêts à prendre le pouvoir. En Russie, pas du tout. Les militaires jamais n'ont pris le pouvoir dans l'histoire de la Russie. Les militaires, ils obéissent. Et ils essayent désespérément d'échapper à l'influence des policiers, c'est-à-dire des services. Les services secrets, le FSB, le GRU, le SVR, toutes ces entités qui entourent Poutine et qui sont le véritable pouvoir de la Russie d'aujourd'hui. Les militaires, ils sont priés d'exécuter. Sauf que quand les militaires exécutent des ordres imbéciles ou totalement invraisemblables, eh ben ils se plantent. Et c'est exactement ce qui s'est passé le 24 février. Poutine et son entourage, Shoïgu, Gerasimov et autres Patrouchev, se sont dit on va faire un coup. C'est un coup. On met 190 000 personnes d'un côté. Hop, on fonce sur Kiev et on recommence, au fond, ce qu'on a réussi. À Budapest en 56, à Prague en 68, à Kaboul en 79, c'est-à-dire on lance nos chars sur une capitale que l'on tétanise, on change les responsables, on vire Zelensky, on met des gens à nous, et puis ensuite on bloque tout et on attend qu'on normalise, c'est comme ça qu'on avait appelé la normalisation, rappelez-vous. Et donc ce coup de 56, de 68 et de 79, il était réaliste sur le papier. Sauf que personne n'avait prévenu Poutine qu'il y avait aussi, et oui, figurez-vous, des Ukrainiens. Il y avait 44 millions de gens qui, petit à petit, s'étaient constitués en une nation. Nation hétéroclite au départ, bien sûr. L'Ukraine a toujours été à la frange entre l'Est et l'Ouest, entre les catholiques et les orthodoxes, entre l'Occident et l'Orient. Mais néanmoins, une nation quand même qui avait petit à petit choisi et la démocratie et l'Europe. Ce que, évidemment, Poutine ne pouvait pas accepter. Nous revenons donc sur les grands événements de l'année et cette guerre qui a été déclenchée par Vladimir Poutine, la Russie contre l'Ukraine le 24 février. Avec Bernard Lecomte, nous parlions tout à l'heure de ce déclenchement, des raisons en fait du déclenchement. Il y en a beaucoup, hein. Notamment vous avez évoqué les orthodoxes. Tout ça c'est assez important également, quoi. Ces questions en fait de religion, on a peut-être tendance à l'oublier entre Moscou et l'Ukraine. Oui, nous, les Français, on a un peu tendance, en effet, à mettre de côté ces phénomènes qui sont pourtant absolument essentiels. Ouais, vous le racontez dans votre livre. Hein. L'Ukraine, c'est 3 communautés religieuses. Je simplifie parce que l'histoire de l'Europe est beaucoup plus compliquée que ça. 3 communautés religieuses. Vous avez dans l'ouest de l'Ukraine des catholiques. Des millions de catholiques. Alors, ils sont de rite byzantin, mais ils sont catholiques. C'est depuis le XVIe siècle qu'ils ont choisi de se détourner du patriarcat de Moscou, donc de la religion orthodoxe russe, pour se tourner vers le pape. Vous savez, c'est pour ça qu'on les appelle les uniates. Les uniates, c'est quoi? Ils sont unis à Rome. C'est pour ça qu'on les appelle les uniates. Donc, vous avez tout l'Ouest. Alors, soyons clairs, il n'y a pas plus anti-russe que cette communauté-là. Et depuis le XVIe siècle. On a bien remarqué d'ailleurs que dans les opérations de Poutine au mois de février, il s'est bien gardé d'aller là-bas. Il s'est arrêté à Kiev et autour de Kiev. Il s'est bien gardé d'aller à Lviv ou dans les Carpates. Parce que là, c'est inimaginable que les Russes occupent cet endroit. C'est clair. Deuxième communauté, les orthodoxes classiques qui dépendent du patriarcat de Moscou, comme tous les orthodoxes de l'ancienne URSS continuent en général de dépendre du patriarcat de Moscou. Le patriarcat de Moscou s'était institué lui aussi au XVe siècle, XVIe siècle, XVe, XVIe, et il avait dit, voilà, maintenant c'est nous les chrétiens, les vrais, les slaves, c'est nous. On oublie les 2 premières Roms, c'est-à-dire la Rome chrétienne et Constantinople. Rome a été détruite par les barbares, Constantinople a été pillée par les Turcs. Maintenant c'est nous, Moscou, nous constituons ce qu'on appelle la 3e Rome. J'insiste, je souligne parce que c'est important. Si on n'a pas ça en tête, on ne comprend pas bien ce qui se passe. C'est cette idée que désormais, la 3e Rome a le véritable christianisme et que Kirill, le fameux Kirill, le patriarche de toutes les Russies, qu'on cite souvent, et qui d'ailleurs se cite lui-même souvent dans cette affaire, incarne. Or, cette communauté-là, quand les Russes sont arrivés le 24 février avec la bénédiction du patriarche Kirill, ce qui est important. La plupart de ces Ukrainiens orthodoxes-là ont dit « Ok, nous, on n'obéit plus
à Kirill, on se retrouve avec les autres Ukrainiens orthodoxes qui, eux, dépendaient de Constantinople. Comme beaucoup de communautés orthodoxes dans le monde, ils se réfèrent à Constantinople et au patriarche de Constantinople. Eh bien aujourd'hui, ce qui s'est passé en quelques semaines, c'est que d'un seul coup, ces millions et ces millions d'orthodoxes dépendants de Moscou ont quitté Moscou. Imaginez que les catholiques belges et les catholiques français décident un jour de quitter le pape de Rome. Eh bien, c'est la même chose. Ce sont des enjeux et énormes. ça a surpris probablement aussi Poutine, comme beaucoup d'ailleurs d'observateurs, quoi, non ? Poutine ne s'attendait pas du tout à ça. Poutine ne s'attendait pas, d'une façon générale, à cette réaction des Ukrainiens qui se sont soudés. Ces trois grandes communautés dont je vous parle se sont retrouvées en une seule communauté. Et même beaucoup de russophiles, de gens qui aimaient bien la Russie, pourquoi pas, qui n'avaient pas le choix, etc., se sont retrouvés en disant non, on peut pas, quand on est attaqué comme ça, on fonde une nation. La nation ukrainienne a eu une espèce de date de fondation, c'est le 24 février, lorsque les chars russes ont commencé à les envahir. Et ça, donc, on le disait, ça a échappé à Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qu'il voulait véritablement aussi, Poutine ? En menant cette opération, parce que peut-être qu'il est dans les dernières années de sa vie, c'est recréer l'ancien empire de l'URSS tel qu'il a connu. C'est ce que vous écrivez un peu dans votre livre. Oui, il a cette idée de reconstituer l'empire. Mais soyons clairs, ça n'est pas tout à fait l'empire tsariste. Non. Mais enfin, il cite souvent Pierre le Grand, etc. Ça n'est pas non plus tout à fait l'URSS. D'ailleurs, il réécrit un peu l'histoire, ce que vous dites. Un petit peu, beaucoup. Oui, beaucoup. On va y venir. Il a en tête l'URSS. Mais lui, par exemple, le communisme, il s'en fiche complètement. Alors que l'URSS tenait quand même sur l'idéologie marxiste-léniniste. Lui, il s'en fout complètement. C'est un homme qui vient des services, qui connaît la force, qui connaît la soumission, qui connaît l'arrogance, qui connaît la solidarité, qui connaît le collectif, mais qui ignore prodigieusement toutes nos valeurs à nous. Et ces fameuses valeurs vers lesquelles les Ukrainiens, petit à petit, se sont tournés. Lui, c'est un chef de bande qui a ces espèces de valeurs mythiques de l'empire russe de naguère, dont il est l'héritier. Alors, cet empire russe, il faut dire les choses, et on pourra y revenir si vous le souhaitez. Bien sûr. Il n'est pas comme nous, c'est-à-dire ce ne sont pas nos valeurs. Il y a réellement une différence. Alors nous, c'est compliqué de comprendre ça, mais il y a vraiment une différence. Quelles sont les grandes différences, alors justement, sur l'échelle des valeurs, quoi ? Je vais aller très vite dans l'histoire, mais je pense que ça permet de mieux comprendre. Nous, nos valeurs, nous les Européens, nos valeurs, ce sont le gréco-romain, le Moyen-Âge et la Renaissance, très important pour nous la Renaissance, pour les arts, pour les sciences, etc. Nous avons cette espèce de mixte entre 1000 ans de christianisme et quelques siècles déjà d'humanisme, les Lumières. Donc, gréco-romain, Renaissance, christianisme et Lumière aboutissent à un système de valeurs qui privilégie, pour nous c'est tellement clair, la vérité, le droit, d'où la démocratie, la primauté de l'homme, la liberté de l'individu, c'est ça nos valeurs. Alors à l'intérieur de ça, on est en désaccord complet, mais c'est ça. Mais tout ce que je viens de vous dire, c'est pas russe. Les Russes ne connaissent pas tout ça. Les Russes, encore une fois, c'est le peuple, c'est le temps, c'est la profondeur de l'espace, c'est l'obéissance, la force. Le rapport de force a toujours été la clé de toute la politique russe. Ça vous le racontez bien dans tous les épisodes depuis 1917, et encore on ne remonte qu'à 1917, parce que il y en a eu en fait des rapports de force, quoi. Bien sûr, avec notamment tout d'abord Lénine, en fait, le coup de force des trotskistes, et puis Lénine et tout ce qui a abouti à l'anéantissement de la famille Romanov, quoi. Toute l'histoire russe est faite de ruptures, par la violence. Ça n'est jamais le droit, ça n'est jamais la vérité. Alors aujourd'hui, on est toujours sidéré d'entendre Poutine dire rigoureusement n'importe quoi, et ses chroniqueurs télé le soir, depuis des mois et des mois, dire mais les mensonges les plus énormes, sans aucune espèce de réticence. Nous, ça nous choque beaucoup, parce que en principe, quand même si on se dispute et même si on se bagarre, la vérité, c'est la vérité. Il y a un moment où c'est rouge ou c'est bleu, il y a un moment où c'est noir ou c'est blanc. En Russie, non. Et ça depuis toujours. Et c'est vrai.
Pourquoi ? Parce que c'est une angoisse, une peur, en fait, d'être envahi, de perdre le pouvoir, le contrôle. C'est ça, finalement, peut-être, qui marque la Russie dans un vaste territoire, ce que vous avez dit, quoi. Difficile à contrôler, à maîtriser. Cette peur d'être envahi, qui est constante, Poutine n'arrête pas de nous le dire, Staline le disait déjà, Lénine, rappelons-nous, parlait de la forteresse assiégée. Hein, l'URSS était la forteresse assiégée. Il suffit de regarder une carte du monde pour comprendre que c'est absurde. On n'assiège pas le pays le plus grand du monde et qui fait plus de 10 000 km de long. C'est absurde. Mais avec des plaines désertiques, en fait, mais, aussi. Bon, bien sûr, parce que les Russes, si vous voulez, peut-être, on peut le dire comme ça, les Russes n'ont jamais eu, au fond, de frontières. Ils n'ont pas de limite. Et c'est là aussi qu'on a du mal à le croire. Les frontières de la Russie post-soviétique, mais c'était le cas de la Russie soviétique, c'était le cas de la Russie tsariste, les frontières sont celles que leur imposent leurs voisins. Sinon, ils n'ont pas, ils savent pas ce que c'est. C'est Václav Havel, vous savez, le dissident tchèque qui disait ça. Les Russes n'ont pas de frontières. Alors, qui leur a imposé leurs frontières ? Les Vikings, les Finlandais, les Polonais, les Ottomans, suivez la carte, les Chinois, les Japonais, et maintenant, l'Ukraine. Il faut que des gens leur disent non, à partir d'ici c'est chez nous, pour que les Russes cessent d'avancer. Ça a l'air d'être un petit peu comme dans une BD, vous savez, mais c'est la réalité historique de ce peuple qui, quand on lui dit pas non, il avance. Parce qu'il ne connaît pas les frontières. Il avance, ou alors parfois il peut se défendre aussi parce qu'il craint de perdre de la puissance et de l'influence, quoi. C'est le cas dans le conflit avec la guerre avec l'Ukraine. Hein. C'est ça en quelque sorte. Mais il avait peur aussi d'un pied américain juste à côté de son sol. Quoi. On est dans un domaine qui tient beaucoup de la paranoïa. Parce que même si on peut dire, et ce qui est vrai, c'est que les Russes ont une crainte bleue que l'OTAN vienne jusqu'à leurs frontières. Entre parenthèses, le résultat de la guerre, c'est que maintenant c'est fait. Hein. En Finlande, c'est fait. La frontière de l'OTAN, maintenant, c'est la frontière russe sur 1000 km. Mais même si on peut admettre cette idée que l'OTAN leur faisait peur, mais à aucun moment... Dans l'histoire, aucun pays de l'OTAN, aucun pays de l'Europe, aucun pays de l'Occident n'a jamais mis un doigt sur le territoire russe. À aucun moment. Si l'histoire russe avait été une histoire où ils avaient été envahis par les uns, par les autres en permanence. Mais non, regardez bien. Mais est-ce qu'il n'était pas légitime à penser quand même que finalement il y avait des avancées, puisqu'il y avait beaucoup d'ententes entre l'Europe de l'Ouest, mais surtout les Américains avec les Ukrainiens, que vraiment une base était en train de se construire à leur porte, alors que ce pays est en train d'évoluer, cette planète est en train d'évoluer, géopolitique, avec beaucoup de mouvements, quoi. Toute la question est de savoir si on peut admettre que l'OTAN est une construction défensive. Au départ, l'OTAN, il ne faut pas oublier que les Français étaient aussi à la fondation, la création de l'OTAN. Et c'était une alliance profondément, absolument défensive. Il s'agissait de contrer l'hypothèse de ce que le pacte de Varsovie, en face, pouvait éventuellement progresser. Vous savez, moi j'avais des copains russes quand j'étais jeune journaliste qui me disaient quand même, Staline, il aurait pu aller jusqu'à Brest, ça n'aurait pas changé grand-chose. Donc, c'est de ça qu'est née la guerre froide. Il y a eu d'un côté le pacte de Varsovie, où on savait pas bien justement jusqu'où Staline irait. On l'a compris en Allemagne, on l'a compris en 48 à Berlin, rappelons-nous cette histoire-là. Et puis de l'autre côté, ce pacte atlantique qui était fait très exactement pour se défendre. C'est parce qu'il était fait pour se défendre que lorsque l'URSS a explosé, les Polonais, les Lituaniens, les Estoniens, les Lettons, les Hongrois, les Roumains se sont précipités auprès des Américains pour dire « on a besoin de l'OTAN, parce que sans vous, ils vont recommencer dans quelques années. » Et admettons que l'histoire de la Pologne, pour ne prendre que celle-là, donne plutôt raison aux Polonais quand ils vont supplier les Américains de dire « on veut entrer dans l'OTAN ». C'est ça qui s'est passé dans les années 90. Il faut bien comprendre ça, parce que autant Poutine a raison,
littéralement de jouer avec le spectre Bien de sûr, l'OTAN qui est là à ses frontières. Mais la réalité historique, c'est que ce sont ces pays d'Europe du Nord, notamment la Pologne et les pays baltes en particulier, qui ont supplié les Américains. Les Américains, eux, ils étaient déjà tournés vers la Chine. L'avenir du monde, on sait bien, le grand choc de l'avenir, c'est les Américains contre les Chinois, tôt ou tard. Et les Américains, petit à petit, se tournaient vers l'Orient, vers la Chine, vers l'Asie. Et ce sont les Baltes, les Polonais et les Hongrois qui leur ont dit non, on a besoin de vous là. Et c'est là où il y a un malentendu qui repose quand même sur beaucoup de mensonges, mais c'est ça, c'est la guerre. Et ce malentendu, il est là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Poutine continue de dire l'OTAN veut nous envahir. Or, objectivement, à aucun moment, l'OTAN n'a voulu envahir la Russie. Ça n'était ni son dessein, ni son intérêt. L'année 2022 qui a été marquée, évidemment, et toujours par cette guerre en Russie, l'attaque du 24 février de Poutine contre l'Ukraine à Kiev. Il pensait à une attaque éclair et mettre la main, évidemment, sur le pays, mais il y a eu une grande résistance. Depuis, il y a tous les épisodes qu'on est. 2022, Bernard Lecomte, vous êtes avec nous pour Les secrets du Kremlin, votre livre aux éditions Perrin, avec ce chapitre ajouté évidemment sur la guerre en Ukraine, qui vient compléter beaucoup d'autres épisodes. Il y a quelque chose qui est passé quasiment inaperçu cette année, en 2022, c'est la disparition, la mort de Gorbatchev. Gorbatchev qui a été quand même le père un peu de la chute du mur, quoi, en quelque sorte, quoi. Et là, on a vu d'ailleurs, il y a eu quelques images assez symboliques, c'est-à-dire que Poutine n'avait pas envie de rendre hommage à Gorbatchev, alors qu'on pouvait se dire que finalement les deux hommes s'étaient croisés, etc. Ils avaient les mêmes racines en quelque sorte, à Bernard Lecomte. Alors ils avaient les mêmes racines russes, mais c'est vraiment les seules choses qu'ils avaient de commun. Parce que en réalité, regardez bien, le règne de Gorbatchev, ce qu'a fait cet homme-là, et le règne de Poutine, c'est exactement l'inverse. Gorbatchev, c'est l'anti-Poutine par excellence. C'est-à-dire que Gorbatchev a eu la responsabilité de cet immense pays. Lui, il est arrivé le 11 mars 85, il avait 54 ans, il était jeune, et avec toute sa génération, il savait qu'il fallait réformer tout ça. Et cette réforme passait par l'abandon de la violence systématique. Et on sait bien que qu'est-ce qu'on doit au fond à Gorbatchev aujourd'hui, d'avoir mis fin à la guerre froide sans déclencher de guerre mondiale, ce qui n'est quand même pas rien. Bien sûr. Rappelez-vous, le lendemain de la chute du mur, lorsqu'on le réveille à Moscou, dans sa dacha, son immeuble, et on lui dit, Mikhail Sergueïevitch, ça y est, le mur est tombé cette nuit. Et il dit, dites bien à notre ambassadeur que ce n'est pas notre affaire. Rien que cette phrase-là, c'est un tournant gigantesque dans l'histoire. Parce qu'on sait bien que les autres, les Brejnev, les Tchernenko, les Andropov, n'auraient pas réagi comme ça. Rappelons-nous qu'à l'époque, c'était avant-hier, il y avait 400 000 soldats soviétiques en Allemagne de l'Est. Il suffisait d'appuyer sur un bouton et ces 400 000 soldats remettaient tous les Allemands de l'Est au carré et les Polonais par la même occasion. Et ça se terminait évidemment très mal. Donc, Gorbatchev, c'est quand même l'homme qui a souhaité sortir de tout ça pacifiquement, et nous lui devons ça, incontestablement, et puis qui a été emporté par sa propre volonté de réforme intérieure de son pays. Et Bernard Lecomte qui a même surpris les Occidentaux. Par exemple, vous racontez des épisodes avec François Mitterrand, avec certaines erreurs. Il n'y croit pas trop lui-même, le président français, Bernard Lecomte. Mitterrand a été très ambigu à l'égard de Gorbatchev, parce que à un moment, il y a cru. Alors d'abord, au début, il n'y croyait pas. D'ailleurs, personne n'y croyait. Rappelons-nous, la Gorbimania est arrivée un peu après. Et puis Mitterrand, comme Kohl, comme Madame Thatcher, se sont tous dit, mais au fond, ce gars-là, on peut parler avec lui. Je cite Madame Thatcher. On peut faire des affaires avec lui. Et en effet, Gorbatchev avait, dans sa conception du monde, l'idée que, après tout, la maison commune européenne, c'était son expression, la maison commune européenne pouvait peut-être englober les Européens de l'Ouest et les anciens pays de l'Est, c'est-à-dire justement ces pays jusqu'à la Russie. Et après tout, cette idée de la maison commune, d'autres l'avaient eu avant lui. Je pense au pape Jean-Paul II qui disait « l'Europe doit respirer avec ses deux poumons ». Je pense au général de Gaulle qui rappelez-vous l'expression « de l'Atlantique à l'Oural ». Mais je pense aussi à Pierre le Grand, l'empereur, un des premiers grands empereurs russes qui avait ouvert à Saint-Pétersbourg une fenêtre sur l'Europe pour faciliter la communication. Pierre le Grand
François Mitterrand, Jean-Paul II, Gorbatchev, ce sont des gens qui ont cru que l'on pouvait s'entendre entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ouais. Poutine, c'est l'inverse. Ouais. Il n'y a jamais cru. Oui, c'est-à-dire que Gorbatchev a ouvert la fenêtre et Poutine, il veut la refermer en quelque sorte. Quoi, complètement, non en disant, en s'appuyant sur cette idée, sur ses conceptions historiques qui sont très très discutables à lui, que non, c'est impossible. Cette fracture, elle est totalement définitive et c'est l'une des deux parties, c'est-à-dire l'Europe moscovite, slave, qui doit gagner. Ouais. Alors parce que l'Occident est décadent. Ça, on le répète. Mais on le répète effectivement. Depuis cette fameuse troisième Rome que l'on évoquait l'autre fois, les Occidentaux sont les héritiers d'un continent dégénéré et pourri. Dégénéré et pourri. C'était les mêmes mots qu'on employait au XVIe siècle. Alors aujourd'hui, voilà, nous sommes, vous et moi, des dégénérés et des pourris. C'est un peu rapide quand même. Et surtout, on comprend bien que c'est une espèce de volonté de refuser l'alliance des deux Europes. Justement, cette maison commune de Gorbatchev, cette Europe de l'Atlantique à l'Oural. Poutine n'en veut pas. Et est-ce que Poutine réussit à avoir le peuple russe avec lui? Alors évidemment, il y a des outils de propagande, mais on a l'impression qu'au-delà de ça, il y en a quand même une grande partie qui reste en fait derrière lui. Parce qu'on parlait de Gorbatchev à l'instant, mais Gorbatchev a été détesté par une grande partie du peuple russe ces dernières années, quoi. Alors, je vous corrige sur un mot. Il a fini par être détesté. Oui, bien sûr. Car quand Gorbatchev arrive et qu'il ouvre les théâtres, qu'il ouvre les journaux, qu'il ouvre la perestroïka et la glasnost, tout le monde dit, il était temps. Mais souvenez-vous, fin des années 90, ceux qui avaient été, qui pouvaient vivre, en fait, un petit peu de leur revenu, de ce qu'on leur donnait, ils étaient devenus pauvres, ceux qui n'avaient pas réussi le capitalisme, quoi, à monter dans le train du capitalisme, quoi. Et parce que, justement, cet énorme pays n'était pas réformable comme ça. On se rappelle qu'à l'époque, la Pologne a réussi à se réformer, la Hongrie a réussi à se réformer. La plupart de ces pays-là ont réussi à se réformer. La Russie, non. La Russie, très vite, c'est devenu une lutte entre des mafias. Pour se disputer cette immense richesse absolument hallucinante parce que c'est l'histoire le sol de la Russie. Oui, parce que c'est l'histoire de la Russie. On reviendra tout à l'heure, effectivement, dans l'ensemble, avec Raspoutine, l'ensemble des complots, etc. Chacun voulait le pouvoir. Tout de même, si Poutine veut fermer, entre guillemets, la fenêtre qui avait été ouverte par Gorbatchev, pourtant, autour de lui, il a vu ce commerce fleurir, ces échanges commerciaux, les oligarques qui ont gagné de l'argent. Quelle est sa relation aujourd'hui, Poutine, avec ces oligarques? Les oligarques, ce sont des affidés. Dans le système russe, dans le système, ce qu'on appelle la verticale du pouvoir, les oligarques, ils sont là pour gagner de l'argent. Ils font ce qu'ils veulent. Mais ils soutiennent le régime, parce qu'ils doivent tout à Poutine. C'est pour ça que depuis quelques mois, on a beaucoup de mal à comprendre où sont les oligarques, qu'est-ce qu'ils font, comment ils réagissent. Alors il y en a toute une partie qui sont morts de façon un peu étrange, d'autres qui ont carrément disparu de la circulation. On s'imagine évidemment que la plupart sont contre cette guerre, parce qu'elle met en jeu toute leur fortune. C'est tellement simple. Sauf que non, ils doivent tout à Poutine. Il n'est pas question qu'un seul oligarque se démarque de la ligne de Poutine. Ça, c'est compliqué. Mais soyons clairs, les oligarques n'ont aucun pouvoir politique, ni dans un sens, ni dans un autre. Les oligarques, ils sont là pour gagner de l'argent et soutenir le pouvoir. Ils pensent avant tout à leurs intérêts, quoi. Évidemment. Ce sont des mafias. D'ailleurs, il y a eu des cartels, quoi. C'est-à-dire, on s'est partagé un peu, évidemment, l'ancien empire soviétique. Je te donne le pétrole, je te donne le gaz, etc. Quoi. Et vous faites bien de dire ça. Le pétrole, le gaz, les minerais, les richesses du sol, qui nous font... comment dirais-je, qui nous choque, nous, parce qu'on se dit, mais quand on a autant de richesses dans son sol, pourquoi ne pas faire une société commerciale vivante, qui gagne, qui fait des profits, qui fait des échanges avec la Chine, avec l'Occident? Ce qu'ils ont fait tout de même, quoi. Très peu. Très peu? Très peu, par rapport aux autres pays. Ils ont vendu en Europe, etc., énormément. Oui, de l'énergie, des produits du sol. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que vous connaissez beaucoup de lignes de parfums, de lignes alimentaires, de lignes automobiles qui soient propres justement au génie russe?
Alors que ça aurait dû se faire en accord avec les Américains, avec les Français, avec les Allemands, avec les Japonais, que sais-je. Ça, non, ça n'existe pas. Parce que c'est toujours cette peur, en fait, d'être dépossédé en même temps. On se replie sur soi-même en Russie. C'est ça, donc, qui conduit la Russie, c'est non ? cette peur paranoïaque, irrationnelle, qui permet de comprendre, en effet, pourquoi le peuple russe ne se révolte pas contre Poutine. C'est cette affaire de valeur, c'est cette affaire d'immensité, c'est cette affaire de ce peuple qui n'a pas de limite, mais c'est aussi, en effet, un peuple qui a toujours eu un peu peur. Alors, soyons clairs, quand on lit son histoire, on comprend qu'il a morflé, hein, le peuple russe. Et la résilience des Russes, elle a quand même pensé que ces gens-là ont eu quand même déjà beaucoup de problèmes sous le tsar, ça on le sait bien. Sûr. Ils ont perdu la guerre contre le Japon en 1905, ensuite il y a eu la révolution, la fin du tsarisme, après il y a eu la terreur rouge, la guerre civile, j'oubliais. Puis la terreur rouge, cette période absolument indicible, le goulag, c'est terrifiant cette période, où il y a eu des millions et des millions et des millions de morts en Sibérie, dans le goulag, ou bien des exécutions par dizaines et des dizaines de mille. C'est effrayant cette période. Le stalinisme a été vraiment Et c'est toujours dans les esprits, ça, en fait. Dans la culture russe, ce sont des sacrifices qu'on est prêt à accepter. Le souvenir le plus terrible qu'ils ont tous gardé, et on le comprend, c'est évidemment la guerre contre le nazisme. La période 41-45, qui a été effectivement une guerre effroyable, une boucherie, où les soviétiques ont quand même perdu plus de 20 millions de morts. 20 millions, c'est vertigineux. On comprend que aujourd'hui, la culture des Russes d'aujourd'hui, et donc celle aussi sur laquelle se fonde Poutine, c'est d'abord une culture de cet immense sacrifice qu'a été la guerre contre les nazis. Oui, c'est pour ça d'ailleurs qu'il met en exergue en permanence le danger du nazisme sur le territoire ukrainien, quoi. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des milices à un moment donné, Quel que soit l'ennemi, ce sont des nazis. Quels que soient les voisins incorrects, ce sont des nazis. Pour la culture russe, c'est d'abord ça. On continue de se battre contre les nazis. Alors nous, les Occidentaux, les Européens, les Français, on se dit mais ils voient des nazis partout. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est vrai que c'est absurde de dire que les Ukrainiens sont des nazis. C'est tout simplement absurde. Mais c'est le fondement de la justification de la guerre. Alors, là encore, on ne parle pas de la guerre, on parle d'une opération spéciale, que sais-je. On est dans le déni permanent des réalités. Mais ce déni porte aussi sur le fait que non, je vous jure, là, à l'Ouest, ce sont des nazis. On vous explique qu'ils sont dégénérés, qu'ils sont pourris, ils sont néo-nazis, évidemment, c'est logique. Et nous, avouons-le, on a énormément de peine à comprendre ça. Mais comment ça peut marcher ? Ben, quand vous vous adressez à des braves Russes de Irkoutsk, Verkhoyansk ou Tomsk, et que vous leur dites c'est l'OTAN qui nous attaque parce qu'ils défendent les nazis, ben, les gars, ils se disent c'est peut-être vrai, c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai. Voilà. L'année 2022 a été marquée évidemment par cette guerre en Russie. Le 24 février, la Russie de Poutine qui attaque l'Ukraine. Bernard Lecomte y revient dans son livre Les secrets du Kremlin 1917 à 2022. Avec, il faut y revenir, vous avez ajouté évidemment quelques chapitres à ce livre qui existait déjà auparavant, qui est formidable. Vraiment, je vous le recommande parce qu'en plus, il y a beaucoup d'affaires, on n'aura pas le temps, mais l'affaire Farwell, Monsieur K, etc. C'est romanesque, c'est de l'enquête, c'est du policier, il y a tout. Et à un moment donné, vous faites le lien Raspoutine, Poutine. Alors évidemment, on voit la fin, Poutine, mais est-ce que on peut comparer les deux hommes? Raspoutine, pour ceux qui l'ont un peu oublié, qui ne l'ont plus en mémoire, c'est cet homme qui venait quasiment de nulle part et qui a réussi à aller avoir la confiance du tsar en fait à l'époque. L'histoire de Raspoutine, elle est formidable, on va pas la détailler aujourd'hui, mais ce moine qui a réussi à convaincre le tsar et la tsarine, surtout la tsarine, bien sûr. qu'il avait des pouvoirs. Pourquoi ? Parce qu'un jour, est-ce que c'était le hasard ou pas ? Probablement oui, il a guéri le tsarevitch. Bon, alors du coup, évidemment, la tsarine s'est dit, ce type est un génie, il est en direct. À quelques reprises, il y a plusieurs épisodes, bien sûr. Sauf que Raspoutine, c'était typiquement ce qui incarne le côté mystique et irrationnel de la Sainte Russie. Et on est en plein dans
dans le présent quand on raconte ça. Parce que quand on voit que Poutine nous accuse de satanisme, qu'il va chercher des chamans, etc. Mais on est toujours dans cette Russie où, en effet, toute une partie de l'irrationnel vient de gens comme Raspoutine, qui évidemment n'était pas un militaire, qui évidemment n'avait aucune compétence, mais qui disait au tsar et à la tsarine, il faut faire ceci, il faut pas nommer tel premier ministre, il faut faire ça à la guerre, etc. Ce qui est, encore une fois, complètement fou. C'est ce côté irrationnel qu'incarne Raspoutine, et dans l'histoire russe, on comprend que ce côté irrationnel soit extrêmement présent. Oui, Raspoutine au milieu de clans, hein, bien sûr, qui vont avoir sa peau, hein, bien sûr, avec la révolution qui va arriver, l'empire également qui va s'effondrer. Vous revenez sur des épisodes d'ailleurs qui sont complètement incroyables, hein, du tsar, etc., qui est déporté à quelques kilomètres, et de cette fameuse nuit. Alors je n'ai plus la date, mais 1918, c'est ça? Absolument. Février, on est c'est l'ordre de Lénine et de Sverdlov. Sverdlov était le président de l'époque, il est mort plus tôt que les autres, et qui ont donné l'ordre aux gens de Yekaterinbourg d'assassiner toute la famille impériale. Et cet assassinat, outre qu'il est invraisemblablement horrible, odieux, insupportable, mais en plus c'est un film. C'est un film incroyable, quoi. Et c'est un film, c'est un roman, bien sûr. D'ailleurs, il y a eu beaucoup d'écrits après, puisque il y a l'une des Romanov qui serait peut-être échappée, en fait. Voilà, alors ça c'est magnifique avec la Russie, parce que essayons d'être un peu positifs. La Russie, c'est un pays où on peut imaginer, où il y a des fantasmes, où il y a des histoires absolument inouïe. Et effectivement, la fausse fille du tsar qu'on allait chercher. Alors, il s'avère que c'est plutôt non, c'était pas le cas. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas dit à propos de cette fille du tsar? C'est parce qu'on l'aurait pas tuée. Le récit, croyez-moi, le simple récit de l'assassinat de la famille, donc le tsar, la tsarine, les 4 filles et le tsarevitch, c'est insensé. Et je voulais absolument le mettre dans ce livre parce que c'est un bien épisode, sûr. Non, mais pour comprendre, mais qui illustre lui aussi qu'il y a une leçon. C'est l'ultra-violence. Il y a un certain nombre de pays au monde où cette ultra-violence, elle est quasi systématique. La Russie est probablement le premier de ces pays-là. Et on le voit bien, là encore, je fais le rapport avec aujourd'hui, où on a du mal à comprendre cette obstination pour les Russes de bombarder les villes, de priver les hôpitaux et les écoles d'eau potable, d'électricité, de chauffage. On est dans l'hyper-violence. Et cet assassinat de la famille impériale est aussi un épisode qui incarne. Non, mais il ne faut pas l'oublier. Derrière nous, il y a un siècle de violence, quoi. Que vous avez dit, vous en avez parlé tout à l'heure, avec les goulags, avec bien sûr sous Staline, ça a été terrible cette terreur, quoi. Et on est toujours marqué par cela, bien sûr, en Russie, quoi, dans la grande Russie aujourd'hui. Et il faut bien comprendre que nous n'avons pas à rougir d'avoir peur de cette violence. Nous, les Européens, les Occidentaux, qui avons dépassé ce stade de la violence primaire, comme ça. Et quand on voit effectivement des actes, comment les appeler autrement que des actes de barbarie qui se produisent à 2000 km de chez nous. Mais on est terrifiés. Et lorsque l'entourage de Poutine brandit ici une bombe nucléaire, stratégique ou tactique, que sais-je, mais on peut pas s'empêcher d'avoir peur. C'est d'ailleurs fait pour ça. Poutine, lui, qu'est-ce qu'il veut, Poutine, au fond, aujourd'hui? Il veut faire du mal aux Ukrainiens et faire peur aux Européens. Donc nous, les Européens, mais nous peut-être parce que lui-même a peur des Ukrainiens, quoi. Et puis parce que à juste titre, il a pu penser que son pays pouvait être un petit peu chahuté, quoi, non, par les Américains. Alors moi, je ne le crois pas. Non. Je sais que c'est une thèse qui existe. Moi, je ne le crois pas. Je crois que Poutine n'a peur de rien et qu'il a voulu, par la manipulation, par le mensonge, par la ruse, par le rapport de force, aller là où il voulait aller, c'est-à-dire vers la reconstitution de son empire. Encore une fois, oublions le communisme, c'est comme la religion, il s'en fout complètement. Cet homme-là, un ancien voyou des rues de Leningrad, qui est sans foi ni loi. Mais il a cette idée que lui, le nouveau tsar, il doit reconstituer l'empire. Je ne crois pas. D'autant que, depuis 20 ans, il avait plutôt bien réussi quand même.
à asseoir le pays, non, il avait redressé. L'économie se portait plutôt bien. On avait cette impression. Ouais. Et c'est une des conséquences de cette guerre cette année, c'est qu'on se rend compte qu'au fond, on s'est fait un peu avoir. C'est-à-dire que l'URSS, devenue la Russie, n'est pas devenu un gros État puissant, un peu autocratique, etc. Non, c'est devenu un régime mafieux. Ouais. Et si on n'a pas cette idée en tête, on ne comprend pas le développement de la Russie. Oui. Alors, d'où l'interdiction de la démocratie, entre guillemets, etc. Total. Ouais. Et des droits qui ne sont pas respectés. Mais la démocratie, à quoi bon? La démocratie fait partie de ces tendances décadentes. Décadentes, vous évoquiez. Que Poutine attaque en permanence. La démocratie, c'est pour les faibles. C'est ça qu'un Russe a dans la tête. La culture russe... Peut-être pas tous les Russes, quand même, Bernard Lecomte. Vous savez, il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai toujours eu des amis russes. Je suis bien sûr. Clair, bien sûr. Moi, je suis un amoureux de la Russie, un amoureux terrifié, consterné aujourd'hui, catastrophé même de voir que ce grand peuple est en train de retourner en arrière en réalité et se couper du reste du monde, ce qui est terrifiant pour ceux qui aiment la Russie. Moi, je parle la langue, j'ai des amis russes, j'ai fait 150 reportages là-bas. Et donc, quand je vous dis ça, c'est avec de la peine, franchement. Et je me dis que Poutine au lieu de s'appuyer justement sur les quelques forces vives qui avaient l'ouverture, qui avaient, encore une fois, rappelons-nous, Pierre le Grand, Gorbatchev, tous ces gens qui avaient au cœur la maison commune européenne. Pierre le Grand, quand il vient à Versailles, c'est quand même pas rien, quoi. Eh bien, tout ça est effacé au profit d'un régime mafieux qui ne croit que ce qu'il voit et qui nous considère à nous comme des faibles. Oui, on va bientôt attaquer l'année 2023. Est-ce qu'on peut quand même y voir aussi un peu d'espoir et d'ouverture? Alors, avec cette Russie de Poutine et puis de d'autres. Je ne veux pas casser le moral des auditeurs, mais vous savez, c'est rare qu'on se retrouve face à une situation aussi fermée. Disons que les perspectives sont, au fond, cette idée de Poutine de figer la guerre, là où elle est, vous voyez toutes ces tranchées, toute la défense de la Crimée, la défense du Donbass, Bakhmout, etc. On essaye de figer le conflit à cet endroit et on attend. Et on attend 1 an, 3 ans, 5 ans, 20 ans, 40 ans, le temps qu'il faudra pour repartir vers l'Ouest. Car c'est ça. La clé. Repartir vers l'ouest ou gagner ces territoires avec cette ouverture vers la mer, ce port, et mettre la main au Donbass, qui est effectivement une riche région industrielle. Est-ce que vous avez entendu ce vice-président de la Douma qui s'appelle Piotr Tolstoï? Je le cite parce que Tolstoï, d'abord c'est un descendant de l'écrivain Tolstoï, effectivement. Et puis nous les Français, on le connaît bien parce qu'il est très francophone. Il adore la France. Enfin, il adore la France. Maintenant, il dit que la France est dégénérée et pourrie, évidemment. Mais enfin, il est quand même, il connaît bien la France et il parle très bien le français. Et je l'entends encore. Il y a quelques semaines sur une chaîne de télévision française.